Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Arthur et la quête de l'autre monde, épisode 1. Dans cette nouvelle série, on va entendre le témoignage d'Arthur, qui a découvert les psychédéliques au cours des années 2000, un moment où on commençait à entendre parler de l'ayahuasca et de l'iboga sur le web francophone. Arthur était jeune à cette époque, il avait une vingtaine d'années, et il s'est lancé dans ces pratiques en compagnie de l'un de ses amis. Il faut bien comprendre qu'à cette époque, l'intérêt pour les psychédéliques restait tout à fait marginal. Il n'y avait pas encore eu la vague d'études scientifiques qui ont légitimé, un petit peu plus tard, leur emploi, et qui permettent aujourd'hui d'en parler beaucoup plus librement. Le LSD et les champignons étaient bien connus des consommateurs occidentaux de psychotropes, mais l'ayahuasca et l'iboga apparaissaient alors vraiment comme des expériences mystérieuses, puissantes, mystiques et même assez effrayantes. Alors elles le sont encore aujourd'hui, mais en tout cas pour ce qui concerne l'ayahuasca, la diffusion de l'usage, la multiplication des témoignages l'a quand même peu à peu normalisé. Mais c'était pas le cas à ce moment-là. Il y avait peu d'informations, peu de documentaires, peu de livres sur le sujet. Et donc, concrètement, il n'y avait qu'une poignée de têtes brûlées qui se lançaient dans cette affaire. Arthur en faisait partie, et il va nous raconter son histoire, sa quête, pourrait-on dire, avec en toile de fond une recherche, celle d'un autre monde. Réglez le son, mettez-vous bien, et écoutez, vous êtes dans Substance. Du coup, j'ai grandi en province, je viens de la Vienne. Je suis d'origine vendéenne et charentaise. Et chez moi, on transmet un peu les traditions. Et donc, j'ai grandi dans un contexte plutôt judéo-chrétien, mais pas du tout pratiquant ou vraiment croyant, mais un peu français, classique, où on est un peu à la campagne. Et je viens d'une famille un peu issue de paysans qui finalement est parti un peu dans l'industrie du transport. Et à côté de ça, j'ai tout un pan de ma famille qui est un peu dans l'art et la médecine. Et c'est vrai que gamin, on était plutôt assez actifs avec mes frères parce que j'ai 2 frangins. Et en fait, on a fait beaucoup de sport. On avait la chance d'avoir pas mal d'activités, d'avoir la possibilité de voyager avec nos parents. Dès 7 ans, j'ai pu aller au Sénégal. J'ai beaucoup voyagé pour un gamin. Et après, il y a eu le chamboulement à 8 ans du divorce de mes parents. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Et donc, avec mes frères, on est parti vivre dans une autre ville avec ma mère, à Orléans, dans le 45, dans le Loiret. Et là, c'est vrai que, pour moi, personnellement, ça a été un petit choc thermique. Donc, mes frères sont restés, ainsi que ma maman qui travaillait à Paris à ce moment-là. Et moi, j'ai dû rétro-pédaler, en fait, donc du côté de Poitiers, où j'ai vécu chez mes grands-parents avant de partir, dans un internat ensuite, en Touraine. Et ensuite, je suis revenu à Orléans, où là, j'étais plutôt en train de me chercher, puisque j'avais le choix entre faire ce que je voulais de ma vie, c'est-à-dire du cinéma, ou faire ce qu'attendait un peu mon père de moi, du droit et de la politique. Voilà, l'atterrissage a été un peu compliqué, mais au final, ça s'est très bien passé. Ce lycée m'a amené une super bande d'amis avec qui c'est la famille aujourd'hui, quoi. Et m'a amené ma stabilité orléanaise, parce que je suis tombé sur des super gens de là-bas, alors que c'est une ville très particulière. Hein. On nous appelle les chiens d'Orléans parce que c'est vrai que c'est un comportement global, culturel des gens là-bas qui est finalement très parisien. Hein. Mais déjà, eux, ils avaient déjà ça bien avant. Mais en même temps, très simple, très limite paysan-pêcheur, tu vois, loiretain. Mais du coup, non, ça m'a permis de faire ces 3 ans de lycée, ciné, la bande de potes et la rencontre, du coup, fin de première, avec Pierre et quelques autres amis que je connaissais pas encore très bien qui vont me lancer dans les psychédéliques. Et ça a commencé avec donc un autre pote qui m'avait dit... mec, genre un super pote du collège que j'avais retrouvé donc là au lycée, qui m'avait dit putain, tu connais le cannabis et tout. Et moi je buvais des coups, je fumais des clopes, mais tranquille. Et je lui dis non, je connais pas, mais c'est de la drogue.
Mais là, du coup, je dis, écoute, il y a le bac en fin d'année, dans 8 mois. Vas-y, dans 8 mois, on se capte comme d'hab, et puis là, on se fumera un pet, parce que j'aurais passé le bac et c'est bon. Tu vois, parce que moi, je m'imaginais quand même. Je dis, ah ouais, ces trucs-là, faut quand même. Mais bon, et du coup, j'ai découvert ça l'été, après le bac, je suis allé chez lui, et trop bien. Le mec, il m'initie, et c'est vrai que c'est super fort. Genre, j'ai jamais vu un truc comme ça. J'ai le cœur qui bat vite, j'ai des perceptions complètement différentes, j'ai jamais vécu ça. Les seuls rêves que j'ai, c'est Arthur Rimbaud, Une saison en enfer, Le dérèglement des sens poétiques, les trucs un peu comme ça. Et les films, American Pie, des conneries, tu sais, où ça parle de drogue régulièrement, les Beavis and Butthead. Et là, donc, j'en viens à gérer ce truc parce que je suis sensibilisé à ça. Je sais que ça a été diabolisé dans les années 60, peu importe et tout. Mais je sais aussi la révolution hippie. J'ai un peu étudié la question, la Beat Generation. Et donc, moi, ça me parle complet. Mais je trouve ça hyper rock'n'roll quand même. Je sais à quoi j'ai affaire. Et ça finit, session jeux vidéo. Et waouh, là, j'ai pété un câble. Quand j'ai vu l'écran et les jeux vidéo, genre, j'avais l'impression d'être dedans. Genre, j'avais jamais vécu ça. C'est comme si mon cerveau, là, il disait à mon corps que c'était réel, et que limite, je le vivais, je le percevais à l'intérieur de moi. Et je dis à mon pote, mais c'est quoi ce truc de fou? Je comprends pas pourquoi on l'étudie pas à l'école. Pourquoi il y a pas des subs? C'est quoi le délire, quoi? La question est pertinente, donc je commence à me renseigner. Et là, mon ami Pierre, il me dit, mais mec, là, tu tombes sur un truc. Attends, j'ai toutes les références, je vais te briefer et tout. Et là, boum, on rentre en terminale là-dessus. Et là, on commence une année de fou où toute la bande, chez moi, c'est le coffee shop. Ma mère travaille à Paris, donc la journée, on peut squat à la maison. J'habite à 3 minutes du lycée. Et là, en gros, Pierre, moi, il me briefe en me disant, mec, mais même le cantique des cantiques, dans la Bible, apparemment, Salomon, il parlerait en fait du cannabis. Et voilà, et puis même tous les trucs qui sont liés à Théophile Gautier, le cercle des Hachichins, les Hachichioun, donc toute cette mythologie que nous, on vient régulièrement brasser en partageant des gros cigares savoureux, en disant, ah non, mais effectivement, cette queuche, mais oh là là! Ah oui, et puis ce côté agrume de cette cristal, magnifique! Et voilà, et c'est vrai que du coup, ça nous rappelle nos parents avec le pinard, et on a une approche qui est finalement plus... tu sais, qui est... Ok, on est un peu quand même dans un rapport un peu frénétique, on est jeune, on se déboîte, mais je pense pas que ce soit réellement de l'addiction. C'est plus, moi perso en tout cas, c'est plus le tabac. Mais... là, il y a quand même une approche qui est pas réellement récréative, elle est juste gustative, dégustative. Voilà, c'est l'ivresse est assumée, mais par contre, on pénètre dans une dimension, j'ai envie de dire, avec le cannabis, à un moment où là, on parle plus juste d'ivresse, même. Enfin, on parle de... Alors les gens vont dire terme générique défonce, et c'est un terme finalement qui a un spectre interprétatif ultra large. Mais en réalité, le côté physique des défonces, c'est ce trouble un peu perceptif qui parfois peut être mal vécu par beaucoup de gens, et qui nous, au contraire, nous amuse un peu comme des montagnes russes, quoi. C'est-à-dire que ça nous fait un peu flipper, mais au final, il y a eu plus de peur que de mal. Mais on se prend des bonnes charges, quoi. Et moi, ça me correspond à ce moment-là. Je suis pas mal dans ça. Je suis un peu dans un esprit... J'ai toujours été dans un esprit un peu aventureux, guerrier, même si je suis aussi quelqu'un de léger, etc. Mais voilà, et jusqu'au jour où je me fais calmer, en fait. Parce que ça commence à partir un peu loin, tout ça. C'est-à-dire que même si... ça a pas été, comment dire, même si ça nous a servi correctement, c'est-à-dire qu'au final, on a tous eu le bac, ça s'est bien passé, mais personnellement, moi, j'ai été explorer les limites un peu de mes propres limites au niveau psychique avec cette substance, parce que c'est ce qui me passionnait dans cette substance, c'était de pouvoir me dire, mais qu'est-ce que le réel? Puisqu'en fait, là, j'ai des déformations visuelles, puisqu'en fait, là, il y a une hallucination collective, et là, je parle juste de cannabis. Et puis ces discussions mystiques, cette maïotique, ces débats de 6 heures où vraiment il y a
il n'y a même pas de débat en fait, on est d'accord, mais on rebondit les uns sur les autres et on ouvre des portes et on déplie la conversation, le dialogue, et en fait c'est passionnant. Là, ça fait quelques mois que je connais le cannabis, voire une petite année. Et en fait, comme je disais, il y a cette tentative d'explorer les limites, finalement, inconsciemment, un peu de mon esprit, de ma psyché, au travers de cette substance. Et après, même sans cette substance, de ma perception des choses. Et c'est là qu'il y a eu un moment, une brèche en fait qui s'est ouverte. Je me rappelle, j'étais en train de lire bizarrement Les Portes de la Perception d'Aldous Huxley un soir à 3h du mat. Et là, les oiseaux, sur une phrase, ils commencent à gazouiller dehors. Je dis putain merde, il est déjà 6h et tout. Et là, je regarde l'heure, je dis putain mais il est super tôt, il n'y a pas un bruit dehors, qu'est-ce qui gazouille maintenant, comme si là, tous les oiseaux se réveillaient. Et je tape une espèce de... Et en fait, j'ai quasiment quotidiennement, j'ai des histoires, j'ai des événements en fait qui m'arrivent comme ça pendant des mois et qui font que je bascule dans un monde qui est plus vraiment réel en fait. Par exemple, un jour je vais au CDI, je suis en cours, je suis dans la classe et je viens de rendre mes bouquins au CDI. Et là, la prof principale, elle dit « Arthur, t'as pas rendu ton bouquin au CDI ?» Je dis « Si, je viens d'y aller. » Elle me dit « Bah tiens, je te file le billet. » Et je regarde. Et là, le nom du bouquin, je l'ai jamais pris. Sauf que le nom de ce bouquin, c'est exactement la thématique sur laquelle je suis en ce moment, sur laquelle je bloque, c'est le destin. Et là, le nom du bouquin qu'on me demande de rendre, c'est « Le sens du destin ». Et là, je dis à mes potes, les gars, putain, mais c'est incroyable. Et ils me disent « Mais mec, c'est sûr, tu l'as pris, t'étais trop foncé. » Sauf que non, j'ai jamais pris ce bouquin, je suis pas schizophrène jusqu'à ce jour. Et bref, ça m'intéresse de fou, quoi. Mais c'était des brèches comme ça, fortes, qu'aujourd'hui encore, je peux pas expliquer. Moi, c'est ce qui me passionnait chez Carl Gustav Jung, c'était cette notion paracelsienne de synchronicité, d'acausalité. Et donc, ce truc commence à arriver dans ma vie, j'ai un ou deux bugs comme ça, mais qui du coup m'ouvre des portes, puisque moi le bouquin, évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais au CDI, je lui dis écoutez, vous m'avez demandé, elle me dit il y a peut-être eu un bug dans la machine, je vérifie, elle me dit c'est impossible qu'il y ait eu un bug, parce que là c'est trop de distance dans les numéros, donc allez voir s'il est en rayon, et je vais voir s'il est en rayon, je cherche le bouquin en rayon, et là un moment, mon attention elle est attirée par Arthur, et du coup je m'arrête sur un bouquin, et je vois que c'est le bouquin Le sens du destin, Arthur Schopenhauer. Et le bouquin parle de quoi? Il parle effectivement, selon des bouquins hindous qui s'appellent les Parerga et Paralipomena, il parle de la volonté transcendantale du destin sur l'individu. Et en gros, c'est un précurseur un peu des synchronicités. Mais en fait, il parle des synchronicités. Mais c'est un peu un substrat métaphysique de philosophie. En fait, c'est l'arrivée des notions hindoues dans la philosophie occidentale. Et là, moi, je commence, grâce au cannabis, à me passionner pour la philosophie, pour la psychologie, pour l'histoire, pour l'ethnologie, pour l'anthropologie. Et ma mère se dit, mais le mec, il me commande depuis 2 ans à Noël que des bouquins bizarres. Qu'est-ce qui se passe? Et tout le monde se dit, ça va lui passer, tu vois. En fait, ce qui se passe, c'est que au travers de tout ça, je suis comme un fou, je suis hyper excité et je flippe. Je sens, au travers de toutes ces nuances, un peu, c'est un éventail émotionnel, voilà, des couleurs, des teintes psychiques, informationnelles, etc. Et au travers de ça, je sens aussi une vibration un peu moins cool, un peu plus inconfortable, mais tout aussi réelle, et qui est liée au grand mystère de l'incarnation, de notre existence et de la mort, et aussi du passage. Ce que j'ai appris plus tard, c'est qu'il y a une différence entre la peur de la mort, qui est normale, et la peur de mourir, qu'on peut dépasser. Voilà, et donc il y a toute une question un peu aussi autour de ça qui me taraude, qui me fait flipper. Et parfois, dans mes petits voyages psychédéliques
de THC, je suis confronté à cette question de façon très prégnante et je finis un jour à l'hôpital. Puisque j'ai un tableau familial qui a une histoire que je vais raconter brièvement, mais qui représente ma maman bébé et qui a été peint par mon grand-père, qui est peintre. Et en fait, ce tableau était dans la maison de famille de mes parents. Et mon petit frère, c'était le portrait craché de ma mère à 3 ans, qui est à peu près l'âge de ma mère sur le tableau, de 3 ans. Et en fait, mon petit frère, à 2-3 ans, il pleurait la nuit en disant que quelqu'un le poussait de son lit. Donc moi, j'habitais une grande maison à la campagne, voilà, les trucs un peu, mais bon, tranquille et tout. Sauf que mon petit frère n'avait jamais vu de film d'horreur ou il n'était pas en âge de ce qu'on lui raconte des trucs et tout. Donc c'était un peu étrange, ça a un peu fait flipper mes parents, mais en tant que, j'allais dire campagnard, c'est pas cool, mais en tant que gens un peu des provinces voilà de ce terroir, tu vois, vraiment, moi je suis vraiment de ce terroir et tout, des bayous, il y a des histoires régulièrement, quoi, puis il y a des rebouteux, puis moi ma grand-mère, voilà, c'est normal, tu vois, genre voilà, elle enlève les verrues, des fois des gens ils ont des trucs un peu machin. Donc on appelle ma grand-mère, elle vient, elle fait un peu le ménage là-dedans. Et puis en général, elle bouge les meubles et c'est terminé. Et là, ça c'est terminé. Mais un jour, lors d'une dispute familiale, genre on entend un bruit à l'étage et tout le monde était dans la cuisine. Et genre mes parents découvrent le tableau au milieu d'un hall, vraiment, alors qu'il était accroché, et le verre autour, tu vois. Genre trop mystique. Et en fait, moi, ce tableau, un jour... mais 20 ans, donc 15 ans après ça, tu vois, quand j'ai 19 ans chez moi, à ce moment-là, je sais pas pourquoi, je me mets devant ce tableau. Et en fait, avec ma perception déréglée, liée à mon trip et tout, à un moment où je suis en pleine transe, en fait, je me retrouve pointé devant ce tableau, à rentrer dans son regard. Et là, j'ai une alu, je vois les yeux qui se transforment en écailles de reptiles qui tournent sur elles-mêmes, et je vois le visage un peu se déformer. Et là, j'appelle mon petit frère, je lui dis, mais tu vois un truc là dans le tableau et tout? Il regarde, il me dit non. Je lui dis, ouais, là, je suis en train de phaser et tout. Et là, en fait, on se retourne tous les deux et on passe devant le grand miroir qu'il y a dans le hall. Et là, en fait, on se tape une alu à ce moment-là. Nos deux visages dans le miroir, ils se transforment une fraction de seconde, tu vois. Et lui, il a limite pas fumé, quoi. Et genre là, on hallucine. Et après, bon, on continue notre life, à se reposer. Moi, je suis un peu en mode, oh, putain, qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait, là, il se passe rien d'autre, mais je me tape une méga tachycardie. Et du coup, là, j'ai une espèce, avec ma pression là, qui augmente. J'ai un autre état encore de perception. Et là, je suis méga flippé quand même, parce que mon cœur n'a jamais battu aussi vite. Et là, c'est vraiment la chamade. Puis ça fait n'importe quoi, puis c'est pas agréable. Et là, en fait, j'ai une espèce j'atteins un palier au niveau de ma perception où tout est clair. Et j'ai beau être ultra flippé, ultra machin, je suis là, ok, là, mon cœur peut lâcher, je vais garder mon calme pour inquiéter personne, mais je vais appeler les pompiers. Je vais quand même peut-être valider chez la voisine. Donc je suis allé chez ma voisine, qui était une grand-mère très âgée, ça m'embêtait un peu de la déranger pour ça. En plus, je lui ai un peu fait peur, parce qu'effectivement, elle a mis sa main sur mon cœur, et elle m'a dit, ouais, non, faut que t'appelles les pompiers et tout. Et j'étais désolé, je lui ai dit désolé madame. Et du coup j'ai appelé les pompiers, je leur ai dit tout ce que j'avais au téléphone. J'étais moi-même bluffé par ma propre sincérité en mode ouais, j'ai fumé du cannabis, j'ai une tachycardie, là je pense que je lisais des bouquins de médecine à ce moment-là, du coup j'avais 2-3 termes et tout, les mecs ils ont dit ok vas-y. Et là je descends en bas de chez moi pour les attendre et là je tombe sur 2 mecs. Et je fais, excusez-moi les gars, là je suis pas bien, j'attends les pompiers, est-ce que ça vous dérangerait de rester avec moi? Et là ils me disent, ah mais mec, on est étudiant en médecine, vas-y, pas de problème, de toute façon, t'inquiète. Et du coup, synchronicité. Et là, moi, c'est comme si, limite, j'étais pas surpris, tu vois. Et du coup, tout se passait bien, mais eux-mêmes, ils étaient, waouh, putain, tu gardes vachement ton calme et tout. Et j'étais là, je parlais un peu de mysticisme, de trucs. Là, je venais vraiment de rentrer dans un voyage qui a duré 2 jours. Et donc là, les pompiers arrivent, je rentre dans le camion, ils me disent ouais, en effet, là, vous êtes pas très stable, on va juste vous emmener en observation parce que ouais, vous avez une bonne tachycardie là. Et là, il y en a un, je sens qu'il me regarde, je sens qu'il voit des choses, tu vois. Je sens. Et moi, je sais pas, à ce moment-là, je suis complètement en transe et je lui dis votre grand-mère, monsieur, elle voit des choses.
Et là, il a pas répondu, mais je voyais dans son regard, genre... Et là, mon corps, il a commencé à trembler d'un coup. Méga spasme et tout. Et les mecs, ils voyaient qu'il y avait un truc bizarre. Et là, moi, je leur ai dit, ils me disent, ouais, essayez de vous calmer, monsieur. Je leur ai dit, non, mais je suis calme, mais là, je sens que vraiment, dans 7 ou 8 secondes, ça va s'arrêter. Et là, paf, ça s'arrête, tu vois. Et le corps tout détendu, mais tachycardie. Du coup, j'arrive à l'hosto, les gars me souhaitent bon courage, ils me disent, ouais, vas-y, vous êtes cool et tout. C'est cool, moi, j'ai pu entendre l'alarme et tout, c'était cool. Et en gros, là, j'arrive à l'hôpital, donc tout ça est cauchemardesque, hein, évidemment. Et là, je commence à... Donc, ils me mettent en observation dans une room et sur un brancard. Je suis très bien reçu, pas d'attente, machin. Ils me calment, je me sens mieux. Mais... Et là, ils me foutent dans ce lit. Et là, je commence à avoir des alus. La chambre, à l'extérieur de la chambre, les murs, t'as des espèces de trucs pour que les brancards raclent pas les murs et tout. Bah, ça se transforme en espèce de méga serpent qui faisait que passer, tu vois. Et je voyais mais un énorme boa noir, genre sur le mur, avancer doucement, comme ça. Après, ça s'arrête. Et après, à un moment, je regarde encore vers donc la porte ouverte où je voyais le couloir. Et là, fou, ça switch comme si ça switchait de room. Et enfin, dernier alu que j'ai ce soir-là, c'est les prises électriques, genre qui devenaient des visages angoissants, quoi. Et donc, j'ai eu des grosses alus comme ça. Et à côté, moi, j'avais un espèce de truc qui prenait mon pouls, là. Et ça, c'était le seul truc qui me stressait parce que j'entendais mon pouls. Et du coup, en fait, j'étais obligé de contrôler mon pouls, quoi. Et ça me fatiguait. Il y a un moment, j'ai lâché prise parce que j'avais l'impression que si j'arrêtais de focus sur mon pouls, il allait s'arrêter. Et en général, dès que j'arrêtais, mon cœur, il faisait des trucs bizarres, tu vois. Mais franchement, ce soir-là, il y a eu 2-3 fois... Quand il battait trop vite qu'il fallait que je le calme, je me concentrais, j'avais le bruit de la machine et du coup, et là, je rentrais dans un mood, genre, merde, qu'est-ce que je viens de faire, putain, mais là, maintenant, faut que je fasse quoi? Je continue, Ouais, c'était bad. Et le lendemain, quand je suis sorti, bah, j'ai arrêté de fumer pendant 3 mois. Et là, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse sur mon cœur, genre à me dire, mais... Mon cœur, au-delà de ce que j'avais vécu ce soir-là, avec les hallucinations, le tableau, les déformations, mon truc avec le magnétisme avec les yeux, parce qu'il s'avère que j'ai une espèce de magnétisme avec les yeux. Mais du coup, comment dire, au-delà des hallucinations, des trucs, ma priorité, c'était ce truc physique que je venais de vivre avec mon corps, plus que la réalité qui s'était complètement fragmentée ce soir-là. Et là, j'avais une priorité. Puis, en fait, j'avais peur que mon cœur se rebarre en couille. Ça m'était jamais arrivé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait quelques crises d'angoisse à la suite de ça, des insomnies pas agréables. Je me sentais pas bien dans mon corps. J'avais l'impression que mon cœur, c'était quelqu'un d'autre. Qui gère mon cœur? Comment il... Et en fait, du coup, j'ai fait des recherches pour trouver un psychiatre jungien. Et là, ça me parlait. Je me suis dit, allez, je vais faire ma première démarche psy. Je vais aller voir un mec pour lui dire que là, j'ai un truc bizarre avec le cœur qui m'est arrivé sous cannabis. Je vais tout lui raconter. Et il aura une grille de lecture jungienne et machin et tout. Et du coup, j'ai la chance, à ce moment-là, j'ai fait qu'une session avec ce mec. C'est la session la plus incroyable de loin que j'ai fait avec des intervenants dans ma vie thérapeutique. Et genre, en fait, en 10 minutes, c'était réglé. Ce mec, déjà, on aurait dit Carl Gustav Jung. Il avait un vrai divan. C'est un monsieur, il avait 75 ans, un peu retraite, mais j'avais eu un petit piston et tout. Et en gros, là, il me voit et il me dit bah, qu'est-ce que vous faites là? Et puis, ouais, je rigole un peu et tout, mais je fais pas trop le fier et tout. Puis on parle un peu, je lui parle de Jung, je lui parle de ma vision des choses, la philosophie, le psychédélisme un peu, le rapport pratique au psychédélique pour répondre à des besoins, des désirs spirituels et tout. Et d'ordre non récréatif, mais plutôt de soumission à des forces, tu vois, mais une interaction avec tout ça et tout. Et je lui raconte la fameuse scène où ça s'est barré en sucette avec le tableau, les déformations, les alus, l'hôpital, la tachycardie et tout. Et là, il commence à me dire, avec des termes ultra techniques, que je comprenais 1 sur 2, mais je voyais où il voulait en venir. Mais du coup, j'ai trop aimé qu'il me parle comme ça. Et il m'a parlé de séquences. Il m'a dit, écoute, voilà, le cerveau, il fonctionne en séquences. Et là, je m'intéresse un peu au cerveau, mais j'ai vraiment des bases d'amateur. Mais dans le cinéma, les séquences, c'est quand même espace-temps. Et du coup, ça résonne. La séquence, la notion de séquence résonne complètement. Et il m'explique que
Donc dans le séquençage du vivant qu'on vit en fonction des espaces-temps et tout, là mon cerveau il a vécu une déformation qui a fait qu'il a tout de suite focus sur le premier truc qui venait, qui était le cœur. Et que du coup j'ai ultra focus sur mon cœur et que j'ai fait de l'angoisse là-dessus et qu'après ça va, etc. Et du coup la petite session qu'on a fait ultra efficace avec ce monsieur m'a permis ensuite de faire un peu des recherches, m'apaiser. C'est là que ça m'a emmené plus sur des trucs de bien-être, de soins, de méditation, de discipline, de contrôle, etc. Cette première partie du témoignage d'Arthur montre la puissance du cannabis, qui est souvent décrite comme étant une drogue qui serait plus douce que d'autres. Alors qu'en réalité, elle peut avoir des effets très puissants et très compliqués à gérer. On connaît tous des gens qui ont vécu des bad trips mémorables avec le cannabis. Des bad trips qui peuvent être très marquants et avoir des répercussions durables. Et une fois de plus, c'est intéressant de constater que le regard de la société sur telle ou telle drogue influe sur l'expérience et sur son intégration. Le cannabis étant très répandu et plus ou moins considéré comme une drogue légère, les usagers considèrent les bad trips comme étant un risque réel mais plutôt mineur. Alors que dans le cadre de l'intérêt croissant envers les psychédéliques qu'on constate actuellement, le risque de bad trip est pris très au sérieux. L'idée étant de limiter les risques en installant un cadre et une ambiance sécurisée. Ce qui pourrait tout à fait s'appliquer au cannabis, mais comme il est considéré comme une drogue douce, les gens font globalement moins attention. Voilà, avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez soutenir Substance si vous le souhaitez, il y a un lien dans la description vers une page Tipeee. Dans le prochain épisode, Arthur nous racontera ses expériences avec d'autres drogues, notamment un trip assez incroyable à la Salvia Divinorum. D'ici là, portez-vous bien.